Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les clés pour vraiment améliorer son français parlé. Bonjour. Et oui, on ne parle pas juste de grammaire ou de conjugaison, hein. Non, pas du tout. On parle de ce qui fait toute la différence, la fluidité, la confiance en soi, et puis toutes ces petites nuances culturelles qui rendent une conversation vivante, tout simplement. C'est exactement ça. C'est comment on passe de l'étape où on construit péniblement ses phrases à une expression qui est beaucoup plus euh, intuitive. Plus naturel. Tout à fait. Et pour cette exploration, on a une collection de documents assez intéressante, je trouve. Oui, assez varié même. Alors, le premier, c'est un guide très, très pratique, un peu un kit de survie, j'ai envie de dire, sur les questions qu'on entend tout le temps en France et surtout comment y répondre. Les bases de l'interaction sociale, en somme. C'est ça. Ensuite, une source un peu plus inattendue, une réflexion culturelle sur la notion d'organisation chez les Français. Le texte oppose organisation et planification. Ça peut paraître un peu décalé comme ça. Oui, on pourrait se dire quel est le rapport, mais on va voir que le lien est essentiel. Et enfin, un texte qui est une vraie boîte à outils remplie de stratégies concrètes pour améliorer son expression orale. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de tisser des liens entre tout ça. Exactement. Extraire des stratégies pratiques, des éclairages culturels pour aider n'importe qui à parler un français plus authentique. Alors, si vous voulez bien, on commence par le commencement. Allons-y. Le point de départ, c'est vraiment le b.a.-ba, les rituels de tous les jours. Notre premier document liste ces phrases essentielles et la plus célèbre évidemment, c'est le fameux «ça va». Ah, le ça va. Le texte détaille bien ces variantes, comment ça va, tu vas bien, et il insiste sur l'importance de la réponse qui est presque un réflexe. Ça va bien et toi? Et ce point est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. C'est vraiment l'exemple parfait où la compétence culturelle est plus importante que la traduction littérale. Ah oui. Ben oui, dans beaucoup de cultures, une question similaire, c'est une vraie invitation à parler de soi, de ses problèmes. On se lance dans un monologue de 10 minutes sur ses problèmes de dos alors que l'autre voulait juste dire bonjour. C'est exactement ça. En France, si on prend la question au pied de la lettre, on peut créer un vrai malaise. Ce «ça va», en fait, ce n'est pas une question, c'est une salutation. Une poignée de main verbale, j'aime bien l'image. C'est ça. Et maîtriser ce code, c'est la première porte d'entrée dans la culture sociale française. Et le fait que la réponse soit quasi automatique, c'est crucial. C'est ce qu'on appelle l'automaticité. Le cerveau n'a plus besoin de réfléchir en fait. Voilà. Et le document étend ça à plein d'autres situations, comme commander au restaurant avec des phrases comme «je vais prendre» ou «je pourrais avoir», ou pour s'orienter avec «c'est loin d'ici». Ce sont des briques de base. Des briques ou ce que l'un de nos autres textes appelle des chunks, des blocs de langage. D'accord. L'idée, c'est d'apprendre «je vais prendre» comme une seule unité, un seul bloc, plutôt que de le construire mot par mot. Je vais prendre. C'est beaucoup plus efficace. Ah oui, en mémorisant ces blocs, on libère une quantité d'espace mental qui est considérable. Et cette énergie, du coup, on peut l'utiliser pour des choses plus complexes. Comprendre une blague, donner son opinion, réagir à l'imprévu. On passe du mode survie linguistique, où on panique un peu, au mode vraie conversation. Exactement. Et cette idée de libérer de l'espace mental, ça nous amène directement à cette notion de flexibilité dont parle notre autre source. En ayant ces blocs automatisés, on peut commencer à improviser, à s'organiser sur le moment. Hmm. Plutôt que de planifier chaque mot à l'avance. Ah, je vois où vous voulez en venir. On voit comment les pièces du puzzle commencent à s'assembler. C'est une transition parfaite. Alors allons-y, plongeons dans cette idée. Un de nos textes pose une question un peu provocatrice. Les Français sont-ils organisés? Mhm. Et il avance l'idée que la culture française valorise peut-être plus l'adaptabilité, l'improvisation, ce qu'il appelle l'engaisement, qu'une planification très rigide, très détaillée. L'art de se débrouiller, en quelque sorte. Alors quel est le lien avec l'apprentissage de la langue? Eh bien, le lien, il est fondamental. Il est au cœur d'un paradoxe assez fascinant. La langue française, dans sa structure, sa grammaire, ses conjugaisons, c'est incroyablement rigide et codifié. Ah, ça c'est sûr. Il y a des règles pour tout, des exceptions à toutes les règles. C'est un système très, très structuré. Et ça peut être terrifiant pour quelqu'un qui apprend. On a l'impression de devoir construire une cathédrale gothique à chaque fois qu'on veut juste commander une baguette. C'est tout à fait ça. Et pourtant, et c'est là que ça devient intéressant, la fluidité à l'oral, la façon dont les Français parlent vraiment, eh bien, ça repose sur une capacité à jouer avec cette structure, à l'adapter, à improviser. Un peu comme un musicien de jazz. C'est la meilleure analogie.
Le musicien de jazz, il doit maîtriser ses gammes sur le bout des doigts, la théorie musicale la plus stricte, pour pouvoir ensuite s'en libérer et improviser. La clé de la fluidité en français, c'est de maîtriser la structure au point où on peut s'organiser avec elle en temps réel. Donc l'idée n'est pas du tout d'ignorer la grammaire, au contraire, c'est de l'internaliser à un point tel qu'elle devient un outil flexible et plus un carcan. Précisément. Et c'est exactement pour ça que la stratégie la plus courante des apprenants, qui est de penser dans sa langue et de traduire mot à mot. Et c'est un piège. C'est le piège absolu. C'est l'exemple parfait de la planification rigide. On essaie de construire la phrase parfaite dans sa tête, on cherche l'équivalent exact pour chaque mot, et le résultat est lent, laborieux, et franchement, il sonne souvent complètement artificiel. C'est vrai. La fluidité, c'est accepter de ne pas avoir la phrase parfaite. C'est se lancer en assemblant les chunks qu'on connaît, en faisant des détours, bref, en s'organisant sur le moment. C'est un état d'esprit qui fait passer la communication avant la perfection. Cette idée d'un état d'esprit flexible, c'est très puissant. Mais ça peut aussi paraître un peu abstrait. J'imagine quelqu'un qui nous écoute se dire « Bon, bah, d'accord, mais concrètement, je fais quoi demain matin pour cultiver ça ?» Comment on passe de la théorie à la pratique? Exactement. Et heureusement, notre troisième document est une vraie mine d'or. C'est une liste d'exercices très concrets pour transformer cette philosophie en action. Alors, allons-y. La première stratégie, qui est peut-être la plus importante pour casser ce réflexe de traduction, c'est de penser directement en français. Et le texte suggère de commencer tout petit. C'est ça que j'aime bien. Par exemple, là, assise dans cette pièce, je nomme mentalement les objets. La table, la chaise, la fenêtre, l'ordinateur. Oui. Et l'idée, c'est de ne pas passer par chair. Ah oui, chaise. On crée un lien direct entre l'objet et le mot français. D'accord. Ça peut sembler banal comme exercice, mais l'impact est énorme. On commence à se construire un monde intérieur en français. Au début, ça demande un effort, bien sûr, mais petit à petit, on crée de nouvelles connexions dans le cerveau. C'est le début de l'immersion. C'est ça, c'est la première étape pour que le français devienne une langue dans laquelle on vit, et pas seulement une langue qu'on traduit. La deuxième stratégie va un cran plus loin. Se parler à soi-même. Je l'aime beaucoup celle-là. Commenter ses propres actions à voix haute. Hmm. Par exemple, bon, je prends ma tasse, je vais me faire un café, j'ouvre le placard, ah, il n'y a plus de sucre, il faut que j'en achète. On transforme son quotidien en une leçon de français permanente en fait. L'avantage de cette technique, c'est qu'on s'entraîne à produire des phrases complètes, sujet, verbe, complément, mais sans la pression sociale. Il n'y a pas la peur du jugement, de faire une erreur. Exactement. On peut se tromper, se corriger, recommencer. C'est une salle de sport privée pour ses muscles linguistiques. J'aime bien cette image. Troisième technique, un peu plus studieuse, utiliser un dictionnaire unilingue français-français. Ah oui, c'est une étape clé. C'est sortir de la recherche de l'équivalent parfait dans sa langue. C'est une sorte d'immersion conceptuelle. C'est-à-dire, Quand on cherche un mot dans un dictionnaire bilingue, on a une traduction. C'est souvent une approximation. Quand on lit une définition en français, on comprend le mot dans son propre réseau de sens. On voit des synonymes, des exemples. On comprend que chaise, ce n'est pas juste la traduction de chair. C'est un siège, à dossier, sans bras pour une personne. On capture les nuances. et on reste dans la langue, on n'en sort pas. Voilà. On reste immergé. Ensuite, bien sûr, on retrouve la stratégie d'apprendre par bloc de phrases, qu'on a déjà un peu évoqué. Ce qui nous ramène directement à l'automaticité et à la libération de l'espace mental. C'est la boucle vertueuse. Tout à fait. Enregistrer. Alors, je dois avouer que c'est la technique que j'ai détestée le plus au début. S'entendre parler, c'est tellement bizarre. Ah oui, c'est un cap à passer. Mais c'est sans doute celle qui m'a le plus fait progresser sur l'intonation et la prononciation. Ben oui, parce que c'est un feedback immédiat et sans concession. Quand on lit à voix haute, on est obligé de travailler l'articulation, les liaisons, le rythme. Et en s'écoutant, on prend conscience de ce qui sonne étranger. Est-ce que mon U est assez tiré? Est-ce que mon R est correct? Est-ce que la voix monte bien à la fin des questions? On devient son propre coach. C'est ça. Et la toute dernière technique, qui est un peu le niveau supérieur de l'imitation, c'est le shadowing. Le shadowing, oui. Le principe, c'est d'écouter un locuteur natif, dans un podcast par exemple, et d'essayer de répéter ce qu'il dit presque en même temps que lui, en imitant vraiment sa mélodie, son débit. C'est un exercice qui est incroyablement puissant, parce qu'il s'attaque à un élément qu'on néglige souvent, la prosodie. La prosodie. La musique de la langue, l'intonation, le rythme, l'accentuation.
On peut avoir une grammaire parfaite, un vocabulaire très riche, mais si on parle français avec la prosodie de l'anglais, par exemple, on sonnera toujours étranger. C'est vrai ça. Le shadowing, c'est comme apprendre une chanson à l'oreille. On arrête de penser aux mots un par un et on se concentre sur le flux musical de la phrase. C'est le recablage ultime du cerveau pour qu'il fonctionne à l'intérieur du système sonore du français. Bon, si on fait la synthèse de tout ça, ce qui ressort de nos sources, c'est une approche à 3 niveaux en fait. Oui, c'est très clair. D'abord, il y a la fondation. Maîtriser les rituels, les blocs de langage du quotidien pour être plus confiant, plus automatique. Le socle sur lequel tout le reste va se construire. Ensuite, le deuxième niveau qui est plus un changement d'état d'esprit. Adopter cette mentalité flexible, cette organisation à la française. Accepter d'improviser. La communication avant la perfection. Laisser le jazzman en soi s'exprimer un peu. C'est ça. Et enfin, le troisième niveau, celui de l'entraînement actif. Appliquer régulièrement des techniques comme le shadowing, la lecture à voix haute, pour vraiment internaliser la langue. C'est une feuille de route qui est remarquablement complète. Ces sources, une fois qu'on les connecte, elles proposent un chemin pour parler un français plus incarné, plus vivant. Elles donnent des outils pour parler comme un locuteur natif. Oui, Mais ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu en suspens. ah, je suis curieuse de l'entendre. Toutes ces techniques, elles visent à réduire la distance avec la norme, à polir son accent, à adopter la musicalité française. Mais est-ce que le but ultime, c'est vraiment d'effacer complètement qui on est, sa propre histoire sonore, pour se fondre dans une norme? Ou bien est-ce que la véritable maîtrise d'une langue, ce n'est pas plutôt la capacité à communiquer de manière claire, efficace, authentique, tout en assumant sa propre identité à travers cette nouvelle langue? La vraie fluidité, c'est peut-être moins une question d'imitation parfaite que d'expression personnelle confiante avec toute la richesse de son propre parcours. La question reste ouverte.